Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Bienvenue à cette conférence Entreprendre en franchise, comment choisir son franchiseur. Donc, j'imagine que vous êtes dans la salle parce que vous avez un projet autour de la franchise ou simplement des questions et où vous avez peut-être vu de la lumière et vous êtes rentré. En tout cas, je vous encourage dans cette voie qui est particulièrement intéressante. On va faire un tour pour en discuter tout à l'heure. Moi, je suis Émilie Pécassou, je dirige une plateforme qui s'appelle Toute la franchise, donc il y a une plateforme internet qui met en relation les enseignes franchises avec les candidats à la franchise. Donc je suis véritablement une matchmaker, une entremetteuse pour ce type de contrat qu'on peut parfois apparenter à un mariage, et vous allez voir, trouver la bonne personne, c'est aussi important que dans les mariages classiques. Alors, je vous présente pour en discuter avec moi Julien Moineau de Quadratera, entre autres. Antoine Poignant, c'est pas dans le bon sens, excusez-moi, mes documents sont mauvais, donc pardon. Antoine Poignant, donc, sur mon assistant numérique, et Nicolas Quinchard, PPF. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un petit tour sur les avantages du modèle franchise. L'idée de cette conférence est de vous donner des conseils très pratiques et concrets sur les critères, sur les points de repère dont vous aurez besoin pour faire le bon choix, trouver la bonne enseigne, celle qui vous convient le mieux. Mais si on veut commencer peut-être par faire un tour rapide sur l'avantage d'entreprendre en franchise, vous êtes peut-être déjà tous très très au courant, mais ça vaut pas mal le coup de peut-être refaire un petit récap. Qui veut commencer ? Donc bonjour à tous. L'intérêt sur le fait d'intégrer une franchise, c'est qu'on a un booster. Aujourd'hui, démarrer une activité sans avoir les outils, sans avoir la stratégie d'acquisition de clients. Dans notre métier, on a aussi des sujets autour des RGE, autour de la décennale. C'est-à-dire que le temps de lancer une activité, ça peut être très long, ça peut être très coûteux. Donc pour moi, le réel intérêt de lancer une franchise, c'est que vous bénéficiez d'une notoriété et tout de suite, après une formation, ça vous lance sur le marché. Oui, donc je rejoins bien sûr Nicolas. En gain de temps, c'est énorme. Vous allez, quand vous partez avec un modèle qui est déjà éprouvé depuis plusieurs années, qui a fait preuve d'efficacité, on se pose moins de questions. Entreprendre, c'est une aventure un peu incroyable, extraordinaire. Et quand on n'a pas l'habitude d'entreprendre, on se pose beaucoup de questions. Quand on arrive et on intègre une franchise qui a déjà un modèle éprouvé, on bénéficie un peu de, bien sûr, cette notoriété, et aussi tous les services qui peuvent être mis en place, les partenaires. Donc on démarre forcément, on gagne quelques années sur le lancement. Oui, effectivement, c'est dupliquer un modèle qui marche. Ça permet aussi d'éviter les erreurs que d'autres ont faites du coup avant vous. Souvent, on oublie, on met les points en avant positifs, mais c'est aussi le fait d'éviter des erreurs qui ont coûté cher à ceux qui ont expérimenté le concept. Ça permet aussi de se lancer sur un métier qu'on connaît pas facilement. Voilà, moi par exemple, on est dans le Quadratera, on est dans le paysagisme éco-responsable, et il y a des gens qui nous rejoignent alors qu'ils ne sont pas paysagistes de métier, mais on va leur apporter tout le soutien, et ça mutualise les investissements. Il y a des investissements qu'on peut faire parce qu'on est nombreux, alors que si on était seul indépendant dans son coin, on serait incapable de faire des financements, notamment en ce moment avec le développement du digital et de l'IA qui coûte très cher, et quand on est seul, c'est compliqué de mener ces investissements de son côté. Et avant de s'intéresser justement à comment identifier la bonne franchise, est-ce que sur le fait même de rentrer dans le modèle franchise, il y a des bonnes questions à se poser ? Est-ce que vous, quand vous rencontrez des candidats, vous identifiez des erreurs où vous vous dites il ne s'est pas posé les bonnes questions, par exemple sur ses motivations, sur sa capacité à entreprendre, ou sur, à l'inverse, sa capacité à rentrer, donc on l'a vu, la franchise, on n'est pas tout seul, donc à rentrer dans ce système-là. Est-ce que, Julien, donc je repars dans l'autre sens. Oui, il faut, même si c'est de la franchise, ça reste de l'entrepreneuriat. En fait, ça te permet de diminuer le risque. Alors, il y a les statistiques qui évoluent. Il y en a qui disent que ça va jusqu'à diviser le risque par 2, par 3,
par 5 le fait de se lancer en franchise plutôt que de se lancer tout seul, mais ça reste un risque dans l'entrepreneuriat, donc il faut bien choisir son franchiseur, il faut bien se sentir avec le concept, voilà, il faut bien se projeter. C'est pas parce qu'on signe un contrat de franchise que tout va se faire tout seul, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un candidat il y a quelques années, qui m'a dit, maintenant je veux être patron, j'ai bossé toute ma vie, maintenant j'en ai marre, je veux être patron. Non, c'est tout le contraire, voilà, c'est le moment au contraire où il faut accélérer, donc derrière il faut appliquer la recette de cuisine. Je partage sur le côté recette. Ce qui est important aussi, c'est quand on se lance auprès d'un réseau de franchise, c'est avoir une sensibilité sur l'activité. C'est aussi de prendre conscience des investissements. Moi, je l'ai vécu autour de moi, des amis qui prenaient une franchise dans la restauration, et c'est un enfer parce qu'il faut bosser le samedi et le dimanche. Bah oui, mais en fait, il faut bien se renseigner effectivement sur où est-ce qu'on met les pieds. Et l'autre point qui est hyper important, et nous on le vit au quotidien dans nos franchisés, c'est qu'on a des franchisés qui viennent, qui adhèrent, et après ils veulent changer la recette. C'est terrible, parce que quand ils changent la recette, on s'aperçoit que quasi systématiquement, ils perdent un an. Et donc il faut recommencer. Donc quand on intègre vraiment une franchise, bien réfléchir sur quel marché vous voulez effectivement adhérer. Et la suite, c'est suivez le franchiseur. Je crois que c'est Julien qui disait tout à l'heure, on a éprouvé les modèles, on s'est planté. Et on voit des franchisés qui redémarrent et qui vont faire les erreurs que nous, on a déjà faites depuis 20 ans. Merci, ouais, bon, je partage tout ce qui a été dit. Et donc, pour compléter, je dirais que la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'entreprendre ? Nous, on propose en tout cas un modèle qui est assez accessible. Et parfois, on peut voir des candidats potentiels qui vont, fantasmer un peu la posture de l'entrepreneur en se disant, voilà, j'étais salarié, c'était compliqué, j'en ai marre, j'ai un patron, il me tape dessus, et j'ai envie de me lancer moi-même. Mais voilà, ça reste une aventure. Et il faut y aller, quoi. C'est pas tous les jours facile. Vous avez chaque jour des défis à relever, et donc faut être prêt à entreprendre avec tout ce que ça intègre, certes comme liberté, mais aussi comme responsabilité derrière et d'investissement. Donc ça, c'est la première pour moi question qu'il faut vraiment se poser. Est-ce que j'ai envie d'entreprendre ? Puis après, effectivement, c'est est-ce que j'ai envie d'entreprendre seul ou accompagné ? Et avec qui ? Puis là, je rebondis sur tout ce qu'on dit, que ce soit Nicolas et Julien. Effectivement, est-ce que je suis en phase avec l'activité ? Est-ce que je suis en phase avec la philosophie de ce franchiseur et de tout ce qu'il peut m'apporter ? Donc effectivement, on voit la franchise, c'est entreprendre, mais avec un filet de sécurité. Et simplement pour redonner une petite idée, un contrat type chez vous, donc nous, on voit en moyenne, c'est entre 7 et 10 ans. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que... 7 ans chez Quadraterra. Pareil, 7 ans, et c'est ce qui rassure les banques. Trop court, les banques sont un peu frileuses. Alors nous, on est sur 5 ans. Après, l'accessibilité et le financement reste assez light. Chez nous, on est très accessible. À moins de 15 000 €, on peut nous rejoindre. Mais on a souhaité faire 5 ans pour aussi potentiellement faire moins peur à l'engagement aux candidats potentiels. Oui. Mais voilà, tous ceux qui franchissent 5 ans, en revanche, chez nous, re-signent à plus de 90%. Donc au final, ça fait presque 10 ans. Voilà. Donc effectivement, mais même 5 ans, c'est quand même, voilà, on peut pas se lancer dans cette aventure et au bout d'un an se dire ah ben non, en fait, je me suis trompé. Et donc, d'où l'intérêt de véritablement choisir la bonne enseigne. Donc, quels sont les critères pour justement, enfin, quelles sont les bonnes questions pour identifier quelle est l'enseigne qui correspond. Alors, celle qui, à mon sens, est la plus importante, en tout cas celle que nous, on a perçue comme étant déterminante dans les mises en relation qu'on met, c'est un alignement avec la vision et les valeurs. Alors, c'est pas du tout intuitif, parce que souvent, les candidats arrivent billes en tête en se disant rentabilité, chiffre d'affaires, l'apport. En fait, s'il n'y a pas cet alignement avec, vous allez nous en parler, avec la vision et les valeurs de l'enseigne, on est à peu près sûr à 90% que ça ne va pas coller. Julien, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cet élément-là des valeurs, et puis surtout comment le candidat peut s'assurer qu'il est aligné ?
Oui, c'est essentiel. Je crois que vous avez évoqué la question, l'idée du mariage tout à l'heure, mais c'est un peu ça la franchise, c'est un mariage professionnel. Donc les valeurs, c'est essentiel. Je vois chez nous, on a évidemment, nous on attire plutôt des gens qui ont envie de donner, qui ont envie d'avoir de l'impact sur leur vie professionnelle. Voilà, en développant une activité qui a du sens, qui est positive. Mais le meilleur moyen de vérifier, c'est de rencontrer un peu tous les acteurs de l'écosystème, quoi. C'est d'aller voir le franchiseur, si possible, si c'est accessible, la direction, parce que c'est quand même au final avec eux au final que vous vous engagez, et de contacter des franchisés. Voilà, ça c'est quand même le principal conseil que moi je vous donnerais, c'est contacter les franchisés, que vous avez envie de contacter, pas ceux vers lesquels on vous oriente. Voilà, vous êtes en droit de faire un peu votre marché et c'est le meilleur moyen de ressentir. Et moi je dis souvent que la franchise c'est un peu comme une greffe. Si vous appelez 5 franchisés et que vous vous sentez en décalage avec les 5 interlocuteurs, c'est qu'a priori ce réseau il est pas fait pour vous, quoi. Voilà. À l'inverse, si tout est fluide, si les choses se font bien, probablement qu'il y a au moins au niveau des valeurs, il y a un alignement qui est là, quoi, qui est positif. Nicolas, est-ce que vous pouvez rebondir et puis peut-être aussi nous parler des signaux à identifier des risques moi, je partage ce que dit Julien. Il y a quelque chose qu'il faut bien regarder aussi, c'est le marché. C'est de savoir est-ce que vous allez sur un marché qui est porteur, est-ce que vous allez sur un marché qui est en déclin. Donc faites votre propre analyse au niveau du marché. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ChatGPT, maintenant on est capable de savoir plein de choses très rapidement. Le point, c'est quand vous rencontrez le franchiseur, c'est de voir est-ce que ce franchiseur il est aussi dans l'innovation. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un réseau de franchise qui n'innove pas, qui n'avance pas, vous savez que c'est un réseau qui demain peut se retrouver en difficulté. À 100%, bien sûr, appelez des franchisés qui sont déjà en place, récents, qui sont là depuis X années. Et bien sûr, renseignez-vous bien sur le franchiseur, depuis combien de temps il existe. Est-ce que c'est une nouvelle franchise? Est-ce que c'est une franchise qui a 1 an, 2 ans? Est-ce que c'est une franchise qui a 20 ans? Voilà, soyez bien à l'affût de l'ensemble des informations. Antoine, peut-être, sur les... Oui, on va essayer de compléter, mais même si ça a été brillamment exposé avant, je partage bien sûr tous ces avis-là. Nous, il y a 3 choses où on fait attention, et je pense que je les mets d'ailleurs sur le même niveau. Est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Est-ce que l'activité aussi est celle qui me correspond? Et puis l'alignement des valeurs, voilà, c'est les 3 choses qu'il faut vraiment vérifier. Et sur ces 3 points-là, ça doit vous faire... vous devez avoir la petite flamme dans l'œil, quoi. Ça doit vous donner envie, quoi. Parce que forcément, quand on fait les choses avec envie, avec passion, on emmène avec nous, que ce soit les équipes ou les clients et les partenaires potentiels. Et donc ça, c'est capital. Bien sûr, sur le modèle économique, est-ce que le modèle économique me correspond? Est-ce que la franchise, effectivement, est dynamique, innovante, présente aussi? Et c'est pour ça que je rejoins aussi les avis sur... c'est bien de rencontrer les fondateurs, en tout cas ceux qui font partie de la direction générale, et de faire un petit écho avec ceux qui appelaient les franchisés. Ça aussi, c'est vraiment capital. Si on a 2 discours qui sont discordants, il y a un petit doute. Faut réfléchir. Mais regardez l'alignement, comme on disait juste avant, c'est des choses super importantes. Mais surtout, avec vous, ce que vous avez dans les tripes. Parce qu'une fois de plus, si ça correspond à ce qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, normalement, ça va forcément fonctionner. Si vous choisissez en tout cas une franchise qui a pignon sur rue depuis des années sur un modèle de réussite, si vous avancez avec les tripes, la réussite, ça sera forcément au rendez-vous. Donc effectivement, on entend à travers vos 3 témoignages que ça passe quand même beaucoup par des échanges, par rencontrer. Donc effectivement, les dirigeants, peut-être aussi les franchisés, pour percevoir, après vous-même avoir fait un peu cette introspection, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quelles sont justement vos valeurs à vous, pour véritablement voir s'il y a cet alignement qui, là encore, je le répète, en tout cas nous on en est témoin tous les jours, est essentiel dans la bonne relation. Il y a un deuxième critère sur lequel j'aimerais avoir vos réactions, qui est l'accompagnement et la formation. Donc on a vu entreprendre mais avec un filet de sécurité, c'est vraiment un des points forts du modèle de la franchise, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes accompagné, vous êtes formé. Vous avez dit tout à l'heure, on vous transmet un peu les bonnes pratiques et les bons conseils. Est-ce que vous voulez... peut-être on peut commencer par Antoine pour changer. Oui, donc ça c'est pareil, il faut s'assurer, et ça je reviens sur les questions d'avant, une fois que vous allez échanger avec la direction générale et les franchisés,
tout va être dit. Parce que généralement, quand vous allez voir une franchise, elle va vous dire que tout est génial, qu'on va vous accompagner, que vous n'allez pas être seul. Mais c'est quelque chose où on doit avoir le retour du terrain en termes de son de cloche. Et si tout ça est une fois de plus aligné, c'est quelque chose qui va être extrêmement rassurant. Mais c'est déterminant. La franchise, c'est fait aussi pour casser la solitude de l'entrepreneur indépendant, qui parfois, quand il est tout seul, on se pose toujours des questions quand on entreprend. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est les bons prix? Est-ce que c'est les bonnes méthodes? Et quand on est en capacité de pouvoir les comparer avec ses pairs au sein d'une même enseigne, c'est tout de suite beaucoup plus rassurant. Et on rejoint aussi les notions de gain de temps, d'efficacité et surtout de réassurance, parce que c'est important, oui, de vibrer, mais aussi d'avoir une forme de confiance quand on avance, quand on essaye de monter ce genre d'entreprise. En tout cas, il faut vraiment pouvoir avoir cette énergie et la confiance qui est capable de vous amener dans l'accompagnement votre tête de réseau. Je pense que c'est capital dans la réussite. Et pour partager, en tout cas, chez nous, si les gens y re-signent, c'est vraiment pour les valeurs et pour l'attachement qu'ils peuvent d'ailleurs avoir et la confiance qu'ils ont à la tête de réseau. C'est ça les raisons. C'est pas des raisons financières, c'est pas parce que ça fonctionne, c'est parce que j'ai confiance. Alors, la formation, c'est un point hyper clé dans la réussite d'un franchisé. Nous, chez PPF, c'est là où on y met en tout cas beaucoup d'énergie. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez une intégration qui se fait pendant 2 semaines, ce qu'on appelle la PPF Academy, mais ce que font un petit peu l'ensemble des franchiseurs. On n'a rien inventé. La suite, ça va être aussi l'accompagnement. Et ça, je vous invite à regarder systématiquement, ok, mais qui va m'accompagner derrière? Parce que ça va être de la formation continue. Et nous, ce qu'on met en place, c'est que quand un franchisé signe son contrat de franchise, on lui présente aussi l'animateur qui va l'accompagner au quotidien. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place récemment, depuis 2 mois, qui fonctionne super bien, c'est un vie ma vie. C'est-à-dire qu'on propose aux nouvelles franchises finalement d'intégrer maintenant un franchisé qu'on appelle un franchisé référent. On a 3 franchisés référents en France qui les accompagnent sur une durée 3 à 4 jours. Donc ils vivent la vie du franchisé PPF qui a déjà pas mal d'historique dans l'enseigne. Oui, mais je rejoins tout ce qui a été dit. La formation initiale, elle est importante. Parfois, les gens, ça leur paraît long, mais si elle est longue, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Voilà. Nous, on est sur un processus de formation. On est quasiment maintenant à 6 semaines, mais c'est parce qu'on balaye vraiment tous les éléments techniques, commerciaux, l'acquisition client, le RH. Et ce qui est aussi important, si vous avez jamais été entrepreneur, c'est d'avoir un franchiseur qui va vous accompagner aussi sur le fait de rentrer dans le costume de chef d'entreprise, voilà, qui est pas nécessairement un élément métier, mais Dieu sait qu'en France c'est pas toujours simple la gestion d'entreprise, donc c'est quand même un élément important. Et comme le soulignait aussi Nicolas tout à l'heure, l'innovation est importante dans un réseau, donc il faut qu'il y ait de la formation continue aussi derrière pour que vous arriviez à vous approprier toutes les nouvelles méthodes, tous les nouveaux produits ou services qui sont proposés au fur et à mesure que l'enseigne évolue. Donc finalement, effectivement, donc il y a une dimension formation technique, mais on voit là encore, ça ressort de tout ce que vous dites, il y a un aspect éminemment humain. Faire partie d'un réseau, c'est faire partie d'une communauté, donc effectivement, forcément avec une adhésion aux valeurs, sinon ça colle pas, mais aussi faire partie d'un groupe et s'entraider à tous les niveaux, vis-à-vis de la tête de réseau, et puis j'imagine aussi entre franchisés. Est-ce qu'il y a des questions particulières que le candidat doit se poser pour justement à ce sujet, en sachant qu'il s'engage pour plusieurs années? Vous-même, si vous aviez un conseil en termes de accompagnement, formation, quelle est la question chez le candidat où vous vous dites il a bien compris de quoi on parle? Ça va un peu tourner avec ce qu'on s'est dit précédemment, mais effectivement, il faut vérifier que par rapport à ce que je comprends du métier, de l'activité, qu'est-ce que j'ai, c'est bon, c'est validé, qu'est-ce qui manque et quelle est la capacité de la franchise à m'amener ce qui manque. Et je rejoins aussi sur ce qu'a dit Julien, c'est bien d'accompagner sur un métier, mais c'est presque plus important d'accompagner sur le statut de l'entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, nous, dans notre franchise, on en a 90%, c'est la première fois qu'ils entreprennent.
Et parfois, la marche entre salariés et entrepreneurs, culturellement, c'est un peu perturbant. Et si vous n'êtes pas non plus accompagné là-dessus, ça peut être des difficultés supplémentaires. Hein, donc bien vérifier ça. Et ça, on le vérifie une fois de plus en échangeant avec la tête de réseau et avec les franchisés. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise? Est-ce qu'ils se sentent bien accompagnés? Ça, je pense qu'en posant 2-3 questions, c'est des choses que vous pouvez vérifier assez facilement. Voilà, la confiance, c'est aussi beaucoup de relations humaines à l'intérieur. Il faut se sentir à l'aise avec les interlocuteurs. Et la formation doit être, ça a été dit précédemment, mais il y a bien sûr une formation initiale, mais elle doit être forcément continue. Hein, on ne va pas vous dire les mêmes choses dans les 6 premiers mois d'activité qu'au bout de 10 ans. Il faut vérifier que la tête de réseau soit en capacité, en tout cas, de vous assurer ce type d'accompagnement. Bien sûr, de fond sur le lancement, statut d'entrepreneur et sur l'activité, et quelle est sa capacité aussi à vous accompagner sur la longueur. Et est-ce qu'à chaque étape, j'aurai en tout cas un accompagnement, une plus-value sur l'accompagnement. Et puis l'aspect communauté, pour moi, me semble aussi capital. Nous, on met en relation tous les franchisés, ils sont 24 ensemble, parce qu'on apprend énormément de la tête de réseau, mais on apprend souvent encore plus autant nos franchisés partenaires chez qui on va faire un vie ma vie, ou voilà, si vous avez une problématique au sein de votre activité, il y a les chances que les 100 autres franchisés l'aient déjà traversé, donc si je peux le partager avec eux, j'ai déjà mes réponses, quoi. Alors le troisième critère qui est extrêmement important et qui, à mon avis, est le plus intuitif pour les candidats, c'est la rentabilité, la pérennité du concept. Mais vous voyez, ça vient qu'en troisième, parce qu'on est vraiment dans une aventure humaine. Et donc, on l'a vu, la franchise, c'est très divers en termes de secteur, en termes de dimension, en termes d'ambition. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour être sûr qu'on est sur un concept qui va durer au moins aussi longtemps que le contrat et qui n'est pas la bonne idée à la mode du moment, mi-croissant, mi-crêpe, mi-donut? Alors, bien sûr que vous allez faire une analyse sur les franchisés. Est-ce que les franchisés sont rentables? Et puis sur ça, de toute façon, le franchiseur se doit d'être très transparent. Donc vous aurez l'ensemble des indicateurs. Pour moi, le point de la rentabilité, vous avez les informations. Ce qu'oublie généralement l'ensemble des candidats à la franchise, c'est pourquoi ils veulent être entrepreneurs. Parce qu'ils deviennent entrepreneurs. Et un entrepreneur, c'est pas juste avoir de la liberté et prendre un gros salaire. C'est pas ça être entrepreneur. C'est-à-dire que la finalité d'un entrepreneur, c'est comment je vais valoriser mon fonds de commerce. Et trop de franchisés l'oublient. Et adhérer à une franchise, c'est aussi finalement adhérer à un modèle qui va valoriser à fond de commerce, qu'on appelle, nous on accompagne énormément nos franchisés sur des systèmes de cash out. Comment je suis capable de libérer une partie de mon capital, auprès de qui, comment je l'organise, ou de vendre l'entreprise. Parce que la finalité d'entreprendre, c'est pas encore une fois d'avoir du temps et un salaire. La finalité d'entreprendre, c'est avoir une valorisation de son entreprise. Justement, je pense que ça dépend en fait des personnes. Voilà, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on fait ça juste pour gagner de l'argent rapidement, pour gagner, capitaliser à terme, ce qui peut être effectivement un objectif, pour avoir de l'impact en termes de création d'emplois, de protection de l'environnement, de RSE, d'autres éléments. En fait, je pense que c'est à chacun, mais c'est vraiment une bonne question à se poser avant de choisir une enseigne. Et il faut pas oublier aussi qu'il y a un business plan quand vous allez vous mettre dedans. C'est pas juste pour avoir un financement bancaire. Voilà. On fait pas un business plan pour les banques. On est obligé d'en faire un pour les banques. Mais l'essentiel, c'est d'abord de le faire pour soi. En fait, moi, je suis pas un homme de gestion au départ. Je suis devenu. Au départ, j'étais plutôt un homme de développement. Mais en fait, le prévisionnel, il permet de matérialiser votre stratégie. Si vous maîtrisez votre prévisionnel face au banquier, c'est-à-dire que vous avez compris comment vous allez gagner de l'argent, quels sont les ratios, les mécaniques. Trop souvent, les gens prennent un peu le BP que leur envoie leur expert comptable et ils vont voir le banquier, on leur pose 3 questions, ils n'ont pas compris en fait comment ça se fait. Donc il faut vraiment ça, je vous conseille vraiment de vous impliquer dedans, même si vous n'aimez pas trop les chiffres, c'est un mal nécessaire, quoi. Il faut mettre les mains dans le moteur. Ouais, je rejoins bien sûr le modèle économique, faut regarder, même si une fois de plus c'est pas la priorité. En numéro 3, ça me paraît être la réalité en tout cas.
Mais c'est vrai que si on entreprend, c'est pour autre chose, c'est pour quelque part réaliser un rêve, aller vers l'épanouissement. Mais effectivement, on n'est pas dans le pays des bisounours. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin du mois, on puisse payer les factures et remplir le frigo. Et donc, il faut se pencher sur le modèle économique. Et on se rend compte que tout le monde n'est pas orienté, comme je l'ai dit au départ, gestion, chiffres, etc. Mais ça doit faire partie aussi de ce que doit vous amener la franchise, vous accompagner sur l'ensemble des sujets qui sont extrêmement larges quand on entreprend. Et regarder si finalement ça correspond aussi à mes besoins de vie, quoi. Mais voilà, on va d'abord chercher l'épanouissement en se nourrissant autre chose qu'avec des euros. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois, c'est quand même quelque chose qui est important une fois de plus pour payer ses factures et potentiellement valoriser ce qu'on est en train de créer et potentiellement ressortir, faire des sorties en revente et ça aussi, en franchise doit être en capacité de vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets-là. Et est-ce qu'il faut être... Pardon. Et aussi une question qui est intéressante à poser à un franchiseur, s'il en a eu, c'est d'essayer qu'il vous explique les échecs qui ont pu y avoir dans le réseau. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça évite de reproduire les mêmes causes qui vont générer du coup les mêmes effets sinon. Est-ce qu'il faut être spécialiste ou passionné par le secteur dans lequel on entre en franchise ? Autrement dit, est-ce qu'il faut connaître très très bien le marché des fleurs pour être dans une franchise de fleuriste ? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions à se poser ? Par exemple, quel est finalement le levier qui va me permettre de développer ce business-là ? C'est le but d'une franchise, c'est que vous n'avez pas besoin d'être spécialiste. Par contre, il faut porter un intérêt au métier. Demain, comme vous le dites, on se lance sur le marché des fleuristes. C'est pas de connaître l'ensemble des produits qui existent. Par contre, il faut avoir un intérêt pour le marché. Julien, par exemple, est sur un modèle, si je ne dis pas de bêtises, très éco-responsable. Donc, à un moment, il faut avoir une sensibilité quand même autour de la planète. Sinon, si on n'y va que pour faire des euros, je pense que ça peut être ta motivation. Antoine, ça va être toi plutôt sur les sujets tech, accompagnement des personnes. Donc, si à un moment, on n'est pas dans cette motivation à accompagner des gens, je pense que ça va pas adhérer. Et puis nous, ce qui concerne PPF, ça va être, on a un système avec un réseau de mandataires, donc vraiment le côté managérial, même l'ADN commercial quand même. Donc si à un moment on n'adhère pas à ça et qu'on va que sur de la technicité, ça fonctionnera pas dans le réseau. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans tout ce qu'on se dit, choisissez bien votre réseau par rapport à votre ADN. Et d'ailleurs, on peut peut-être faire un petit aparté sur les différents profils, parce que tous les franchisés ne sont pas nécessairement des gestionnaires. En fait, il y a des tonnes de typologies. Ça peut être des développeurs commerciaux dans l'âme, ça peut être des managers dans l'âme, ça peut être des investisseurs. Oui, il y a différents profils, mais ça, c'est plutôt aux franchiseurs de l'évaluer et de savoir dire non. Aussi, de savoir dire non à quelqu'un. Et moi, je sais que j'ai refusé, je sais pas combien de dizaines, une centaine de fois dans ma vie des candidats, et je me suis sûrement trompé en refusant. Mais quand j'ai un doute, je préfère ne pas prendre. Soit le doute, il peut être sur les compétences, mais après, il peut être aussi sur l'alignement des valeurs, quoi. Voilà. Donc, il faut. Ça, c'est plutôt aux franchiseurs En fait, ce qui est particulier dans la franchise, c'est qu'on est dans une relation de sélection-séduction. Voilà, c'est qu'à la fois on doit vendre notre concept parce qu'on a une ambition qui est de se développer, et en même temps on doit sélectionner les bons partenaires parce qu'on s'engage sur une durée qui est longue et qui vont porter notre marque. Et voilà, donc c'est tout ce que je trouve intéressant dans la franchise, mais qui est une complexité. Oui, alors pour compléter, oui, je partage aussi, on n'est pas obligé d'être expert, alors peut-être des franchises, il faut être ingénieur, et là il faut quand même regarder de près, mais la plupart doivent être en mesure de vous faire monter en compétences, et donc il suffit d'être animé par le sujet, et être un peu curieux, et en s'investissant, normalement la tête de réseau doit être en capacité de vous accompagner, de vous faire franchir ces marches, et ça il faut vraiment vérifier, mais d'abord on doit être animé, c'est intérieur,
Et je rejoins aussi sur ce qui a été dit. D'ailleurs, je trouve que le point commun qu'on a sur les 3 franchises, c'est que vous faites plutôt du bien à la planète. Moi, je vais plutôt faire du bien à la société. Mais voilà, c'est que finalement, je me lance dans une activité aussi qui a du sens, où je me sens utile. Et on rejoint finalement l'alignement des valeurs. Et le reste, on peut acquérir sur le chemin. Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat en franchise. Et pour la première fois, ils entreprennent. Mais bien accompagnés, on franchit les marches ensemble. Et ça vous aide à aller vers la réussite. Et c'est une bonne transition vers le 4e critère qui est la relation entre franchiseur et franchisé. Ça m'intéresserait parce qu'en fait on l'a pas mal évoqué dans ce que vous avez dit, mais est-ce qu'il y a des pièges à éviter en fait où on se dit au moment des rencontres et il y a des drapeaux rouges qui doivent se lever, un franchiseur qui est trop pressé de signer. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples ou alors on vous fait la danse des 7 voiles. Vous avez parlé de séduction et sélection aussi, mais dans la séduction, on peut vous promettre monts et merveilles. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais, Antoine, tout à l'heure. Je partage complètement. C'est que c'est une aventure humaine, la relation franchisé-franchiseur. Donc vraiment, je vous invite. Si un jour vous vous engagez auprès d'un franchiseur, demandez à rencontrer l'ensemble du staff qui va vous accompagner, aussi bien à la formation qu'à l'accompagnement chez nous, l'animation, l'accompagnement technique. Donc c'est vrai qu'un franchisé, quand il signe chez PPF, il devrait rencontrer au moins 4-5 personnes avant de prendre sa décision. Il faut rencontrer vos interlocuteurs, c'est une histoire humaine avant tout. Donc même si le modèle il est super bien et en fait vous avez demain votre animateur dire lui il va être imbuvable, en gros la relation va être mauvaise directement. Donc rencontrer les personnes avant. Effectivement, un franchiseur qui veut vous faire antidater les documents contractuels, qui est très très pressé de signer, il faut plutôt tourner les talons, voilà. Voilà. Moi, quand j'ai commencé dans les salons de la franchise, il y avait des franchiseurs qui avaient des bureaux fermés derrière pour faire justement antidater comme s'ils vendaient des canapés, quoi. Donc non, c'est une décision. Le bon timing, c'est le vôtre, en fait. D'abord, c'est le temps de votre réflexion et tant que vous avez passé le contrat, le rôle du franchiseur, c'est de vous aider à prendre votre décision, qu'elle soit positive ou négative. Et si j'avais un conseil aussi à donner, c'est parce que je l'ai fait il y a très longtemps, c'est que parfois il faut pas avoir peur d'avoir un contrat qui puisse être un peu directif sur certains éléments. Enfin, ça n'empêche pas la bienveillance, parce que le franchiseur, il est là aussi pour vous empêcher de vous planter, quoi. Voilà, donc donc faut se méfier pour moi des contrats qui sont trop rigides, mais celui qui est totalement ouvert, totalement souple, où en fait vous faites ce que vous voulez, vous portez juste la même marque, ça va pas préfigurer d'un bon accompagnement et d'une bonne réalisation du concept. Oui, pour ma part, pour rajouter 2-3 choses, donc il n'y a pas vraiment de red flag. Enfin, faut se faire confiance. Quand vous voyez qu'il y a un truc qui est louche, faut pas se poser 15 fois la question, même si quand on se lance dans ce genre d'aventure, il y a toujours une part on se questionne, on parle souvent nous du syndrome de l'imposteur qui est présent chez tout le monde, et il y a toujours des peurs, et elles seront toujours présentes, et c'est normal, mais à partir du moment où vous avez l'envie qui est plus grande que la peur, c'est-à-dire que c'est bon. Et les red flags, faut se faire confiance, effectivement, quand on commence à vous cacher des choses ou vous faire antidater des contrats. Bon, voilà, c'est clair que c'est plus que des red flags. Mais je dirais que c'est plutôt quelque chose un peu d'intuitif aussi. Et voilà, quand vous avez des doutes, c'est souvent qu'il n'y a pas de doute. Par contre, quand vous avez une envie, il faut aussi la suivre. Mais pour ça, il faut aussi avoir quelque part l'âme d'entrepreneur, et on l'a pas tous, et heureusement, si tout le monde voulait être entrepreneur, ça serait compliqué à gérer un point de vue économique plus global, mais voilà, se faire confiance. Combien de temps ça prend à peu près entre la première rencontre et la signature, pour se donner une idée justement du temps de réflexion qui est nécessaire à une bonne relation après ? Là, je pense aussi qu'il n'y a pas vraiment de règle. Il y a un minimum de toute façon, à partir du moment où on est franchiseur et qu'on respecte la loi. Il y a une loi dite Doubin mais bon, souvent les premiers contacts se font peut-être par écrit. Après, il y a 1, 2, 3 ou au besoin 10 coups de fil. Après, il y a les premières rencontres. Après, les rencontres avec les franchiseurs.
Donc ça dépend aussi de l'envie du candidat potentiel, mais je dirais des délais plus courts, je dirais 2 mois, mais c'est vraiment à titre indicatif. On a pu faire du 1 mois de temps en temps sur des profils spécifiques. Il n'y a pas vraiment de timing. Pour moi, c'est aussi une histoire d'envie et de rencontre. Mais en tout cas, effectivement, quand même plusieurs semaines. Donc, il n'y a pas de schéma où on arrive, on signe et c'est fait. Non, parce qu'aujourd'hui, le candidat éventuel est protégé par une loi qui s'appelle la loi Doubin. Et à partir du moment où vous remet tous les éléments réglementaires, officiels et obligatoires, on vous donne notamment le contrat type et tout ce qui est engageant dans le cadre de la relation contractuelle, même si ça vous plaît, vous êtes super chaud, il faut attendre 21 jours avant la signature. Donc de toute façon, il y a des délais réglementaires et qui sont là pour aussi vous protéger. Et donc, à partir du moment où on suit le minimum réglementaire, après, ça peut aller super vite. Est-ce que, donc dernière question, si vous aviez un conseil, un seul conseil à donner aux candidats, et je vous laisse... voilà. Alors moi, l'année prochaine, je pense que je vais passer le 1000e franchisé que j'aurai accompagné dans ma vie, donc j'ai un peu de bouteille sur le sujet. Non, moi, il y en a vraiment le principal, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle. Malheureusement, chez les franchiseurs, il y a des franchiseurs qui sont moins scrupuleux que d'autres. Voilà, il y a un ménage qui est fait, il y a une loi qui protège, mais malgré tout, voilà, il faut contrôler ce qu'on vous raconte en regardant les chiffres, en allant rencontrer les franchisés, et il faut s'écouter, comme Antoine l'a bien dit. Il y a un moment, il faut que l'envie, on est prêt quand l'envie est supérieure à la trouille. J'ai bien aimé l'image. Je trouve que c'est le bon cas. Et voilà. Donc et après juste travailler, c'est passionnant. Entrepreneur, ça l'est. Entreprendre en réseau, c'est rejoindre une famille professionnelle. Ça l'est encore plus, quoi. Voilà. Il y a un petit peu une redite, mais l'idée, moi, vraiment, j'insiste sur ça. Renseignez-vous sur le marché. Où est-ce que vous mettez les pieds? Renseignez-vous bien sur le franchiseur, combien il a de franchises, comment il est organisé, demandez à rencontrer les personnes au sein de la franchise. Signez pas des franchises uniquement en faisant de la visio. C'est important de venir. Nous, on demande systématiquement à rencontrer les candidats et certains nous disent non mais c'est bon, moi j'ai compris en visio, je veux y aller. Non, on se voit physiquement, c'est un projet de vie, quoi. Donc voilà, allez chercher un maximum d'informations auprès du franchiseur. Et donc oui, en synthétisant finalement ce qu'on s'est dit, le conseil c'est j'ai bien rencontré le franchiseur, j'ai parlé avec des franchisés, je me sens aligné avec les valeurs, avec l'activité. Et puis après c'est tout simplement, je regarde sur Internet, sur Google, il y a des avis. Et quand tu commences à avoir des mauvais avis, c'est quand même pas super bon signe. Donc il y a plein de choses pour vérifier, mais voilà. Après, si vous avez envie d'entreprendre, il faut se lancer, il faut y aller avec envie, même si la peur sera toujours présente. Et puis après, voilà, je suis aligné avec ce qui se fait. Je me renseigne un peu, bien sûr, en interne avec la tête de réseau, les franchisés, et je regarde ce qui se passe en externe. Aujourd'hui, tout est très facilement accessible. Donc moi, quand je regarde des avis, quoi que je fasse, même s'il y a 100 avis qui sont bons et un mauvais, je vais aller regarder le mauvais. Faites la même chose. Et c'est peut-être pas par ailleurs. C'est peut-être on a toujours des gens qui sont un peu compliqués. C'est peut-être pas pertinent. Le mauvais avis est peut-être pas pertinent, mais ça vaut le coup quand même de jeter un petit coup d'œil et de poser des questions autour de tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose quelques minutes. Je sais pas si... C'est fort. Ouais. Déjà, merci pour toutes ces informations. Effectivement, alors j'ai une question, je vais rebondir sur les 21 jours. Est-ce que c'est à partir de la signature du DIP? Oui, c'est ça. Ok. Effectivement, moi, dans mon projet, en fait, c'est très avancé. Je suis en recherche imminente, c'est-à-dire que là, dans 3 jours, jeudi, je serai à Lyon. Je vais quand même faire un salon de la franchise parce que j'ai pas eu l'occasion de faire celui de Paris. On se croisera, alors, très bien, avec plaisir. Et j'en suis au stade où effectivement j'ai l'idée générale du concept que je souhaite. Il y a la concurrence entre différents franchisés et finalement il y a beaucoup d'informations. C'est peut-être
à une époque peut-être qu'il n'y en avait pas assez, aujourd'hui il y a beaucoup d'informations, aussi bien sur une valeur très chiffrée, droit d'entrée, investissement, etc. Et finalement, le lien, enfin la barrière, enfin j'allais dire la frontière entre la séduction du franchiseur et vraiment l'information juste qu'il me faut et prendre cette décision, je trouve que c'est finalement le plus dur. Je fais face à une difficulté, vous parlez de contrat de mariage, je me suis d'autant plus dit, c'est un contrat de mariage avec une durée limitée et reproductible, mais difficile. Et comment réussir à finalement dire ok go c'est bon, est-ce que vous pourriez me dire une petite phrase sur comment je peux encore plus y aller, parce que je suis motivé, je vais y aller, je sais que je vais y aller. Aujourd'hui il me manquait une planète pour aligner toutes les planètes, c'était l'apport personnel, et donc j'ai envie d'y aller, mais j'ai aussi envie d'être rassuré et je veux pas tomber dans le piège de la séduction, et à la fois j'ai envie d'être convaincu, même s'il y a des études de marché. Voilà. Donc, là, tu mets le doigt sur toute la question. Est-ce que j'ai envie d'entreprendre ou pas ? Dans l'aventure entrepreneuriale, il y a forcément une prise de risque et finalement, c'est toi c'est toi, là, tu as tout ce qu'il faut comme information. C'est ce que j'ai envie d'y aller. On revient sur le fait, est-ce que l'envie est supérieure à la peur ? La peur, elle sera toujours présente. Mais est-ce que toi, tu as envie de te lancer dedans ? Et puis finalement, on parle de prise de risque, mais jusqu'où t'engages cette enseigne ? Est-ce que tu as fait un prêt personnel ? Est-ce que généralement les risques sont finalement au pire ça marche pas. Enfin voilà, il faut rationaliser, mais on a le cerveau qui est ainsi fait. On se lance toujours, on se projette dans des scénarios catastrophes, mais tu peux aussi te projeter sur un scénario positif. Mais je dirais que c'est toi qui as la réponse, et ça je crois que ça nous est propre. C'est propre à chacun. Et une fois de plus, il y en a qui sont très motivés pour se lancer et être à leur compte dans une aventure entrepreneuriale, et d'autres pas. Et donc, je pense que la réponse, elle est plutôt interne. Mais si le métier vous plaît, que le marché a l'air d'être un marché d'avenir, vous lancez pas avec Vidéo Futur non, c'est bon. Ça devrait. Si les franchisés ont l'air contents et que les chiffres sont bons, il faut. C'est peut-être que c'est le moment, quoi. Après. Si tous les indicateurs sont au vert, et que vous êtes prêt à appliquer la recette qui fait que les autres ont performé, ça devrait le faire. Ça, je voudrais juste sur la donnée du choix, même si c'est pas, et je suis complètement en phase avec le fait que ce soit le troisième, vous le mettez en troisième choix, parce que déjà c'est un projet, c'est le projet qui est le plus important. On voit très rapidement la part financement, combien on doit financer en moyenne le projet, et un chiffre d'affaires potentiel. Et quel est le bon ratio ? Parce que j'ai déjà entendu 1 pour 2, il faut avoir le double. Alors ça dépend du secteur d'activité, j'imagine, mais c'est la rentabilité plus que le chiffre d'affaires qui compte. Ouais. C'est difficile de vous répondre sans avoir connaître les projets. On voit un chiffre d'affaires, on voit un investissement, mais après... Normalement, vous devriez avoir des indications sur la rentabilité, sinon il ne faut pas s'engager. Ouais. Après, on vous livre des moyennes, et ce ne sont que des moyennes. Et normalement, si vous choisissez bien votre franchise, normalement, c'est un modèle qui a été éprouvé. Et après, ce qui fait la différence entre celui qui tire la moyenne vers le haut et celui vers le bas, c'est juste l'entrepreneur, l'homme derrière, celui comme vous qui va se lancer. Si vous êtes animé, si vous avez envie de vous lancer dedans, c'est vous qui allez tirer la moyenne vers le haut. Et c'est pour ça que c'est la réponse, elle est encore, je trouve, très personnelle. Et appelez d'autres franchisés. Ils vont vous donner les retours terrain. Je sais que monsieur avait une question. Oui, bien. Au niveau, merci pour ces informations. Au niveau secteur géographique, par rapport à différents franchisés, comment ça se passe en règle générale ? Alors, en fait, on a tous des règles différentes parce que ça dépend du marché. Nous, c'est une question qu'on nous pose régulièrement parce qu'on n'a pas encore complètement sectorisé, parce que le marché, il est tellement énorme. On parle d'un marché qui fait 7 milliards dans le cadre de la rénovation énergétique et qui n'est pas du tout structuré. C'est-à-dire que, en fait, on se limite, dans le cadre de PPF, c'est nous qui avons toute la stratégie digitale, et donc on fait l'acquisition de leads pour nos franchisés pour qu'ils puissent assurer leur chiffre d'affaires à l'année. Et à partir du moment où on a un département où on est en saturation entre le nombre de leads que l'on a et le nombre de franchisés qui sont en place, aujourd'hui on n'a qu'un département qui est saturé, par exemple c'est le 44. Parce que le 44, et on est nantais. Mais on est sur un marché qui est tellement gigantesque que
7 milliards et qui n'est pas structuré. Il n'y a personne. Ouais, je rejoins. Vous avez plusieurs types de contrats de toute façon. Soit vous avez une exclusivité territoriale, soit vous l'avez pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend du concept et de la réponse que vous fera le franchiseur. Des fois, c'est bien d'en avoir. Des fois, c'est mieux de pas en avoir. Et ça, faut regarder si tout est en cohérence avec le concept et le projet du franchiseur. Je ne sais pas si ça va alimenter votre. En tout cas, ça sera ma réponse. Le RH n'est pas une science exacte. Et ça, je crois que quand on est franchiseur, il faut l'accepter. Non plus, non, mais il faut un minimum, bien évidemment. On peut revenir sur tout ce qu'on s'est dit avant, mais vous n'aurez jamais un modèle scientifique où dire vert ou rouge, ça n'existe pas. Parfois, j'ai intégré des gens, je me dis putain, ça va être génial, ça va cartonner, et puis ça a été une catastrophe. Et parfois, je dis waouh, peut-être que là, j'ai pris un risque un peu trop élevé, et la personne s'est complètement révélée. Malgré tous les systèmes que tu pourras mettre en place, tu auras de la même façon jamais vraiment une assurance complète du choix. Il y a aussi une prise de risque, autant que quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, sur le choix du profil. Surtout que c'est évolutif. En 5-7 ans, il peut se passer des tonnes de choses qui révèlent ou au contraire... Mais, moi, je partage à 100%. Combien de fois, je le vis actuellement, mon franchisé le plus performant chez PPF est dans le 62. Il est rentré il y a 8 ans, donc il a renouvelé. On pensait que ça allait être un franchisé assez petit, parce que voilà, par rapport au profil, on ne le voyait pas aller sur une grosse franchise. Aujourd'hui, on a un franchisé qui fait plus de 3 millions, qui a une équipe de 15 personnes et qui fait 400 000 de résultats. Mais honnêtement, il y a 8 ans, jamais on aurait misé ça. Donc il n'y a pas de règle. Une dernière question, après il faudra qu'on conclue. La question, elle est. Alors, il y a la durée depuis quand le franchiseur existe et depuis quand le concept existe, qui sont quand même deux données différentes. Il faut quand même que le concept, il ait été éprouvé. Ça peut pas être une simple idée. Enfin, c'est pas au franchisé d'expérimenter, d'essuyer les pots cassés. Donc, c'est au franchiseur de le faire avant de devenir franchiseur. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est aussi, c'est plus la solidité financière du franchiseur. Parce que, en toute logique, c'est l'investissement au départ de se lancer en franchise. Donc le risque, j'en ai vu plein qui c'est arrivé dans le secteur de la franchise au global, c'est le franchiseur qui au début se retrouve à courir après les droits d'entrée, en attendant d'avoir suffisamment de redevances qui arrivent pour couvrir ses charges. Et là, il est en risque, mais aussi les franchisés, il est en risque lui parce qu'il va avoir tendance à prendre un peu tout le monde, à qui veut, quoi. Voilà. Et le risque, et du coup, il met aussi les franchisés en risque, parce que si lui il casse la figure, statistiquement, quand un franchiseur dépose le bilan, 50% des franchisés déposent le bilan dans l'année qui suit. Voilà. Donc ça, c'est important de regarder. Est-ce que le franchiseur, il a les moyens de sa stratégie ? On est en train de se faire virer. Voilà. Donc c'est un élément qui est important à regarder parce que c'est le vrai risque. Hein. Si votre franchiseur se casse la figure, vous aurez plus le droit d'utiliser la marque, vous aurez plus de logiciel, vous aurez plus d'appro en fonction du métier que vous avez choisi. Et si en plus vous êtes court en trésor, vous allez vous retrouver en difficulté. Donc c'est aussi un élément qu'il faut regarder. Donc c'est la phrase de conclusion. Merci à tous les trois. Je crois que vous êtes tous les trois exposants sur le salon. Donc n'hésitez pas à aller voir et à poursuivre cet échange. C'est véritablement par les conversations que vous, à la fois vous redrez votre meilleure connaissance de votre projet. Vous pourrez la tester et puis que vous apprendrez à connaître et à poser les bonnes questions aux franchiseurs. Merci à tous.